production Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai laissé passer 2 semaines de plus entre mes podcasts, submergés par le travail intense et le quotidien prenant. Et évidemment, j'ai culpabilisé. Je ne me suis pas sentie performante. Alors, pour comprendre ce qui m'arrivait et pour conjurer le sort, j'ai décidé de réfléchir à cette notion à vos côtés. Dis, c'est quoi ton chrono au semi ? Et t'as eu combien comme note au concours ? Ça va ? T'as un bon bonus de fin d'année ? T'es content de toi ? Et dis donc, tu tiens combien de temps en gainage ? Alors les gars, c'était quoi votre score ce week-end ? Je pourrais continuer longtemps à empiler des phrases de ce type, de modestes phrases, le genre de phrases anodines qu'on utilise tous dans notre vie quotidienne. Au sport, à l'école, dans le monde professionnel, en politique et même dans l'intimité. Des interrogations que l'on formule entre amis, entre ennemis aussi, en famille ou avec ses collègues. Car avouons-le, il se passe peu de journées sans que de près ou de loin, nous soyons en train, individuellement ou collectivement, de mesurer nos performances. Le mot est lâché. Et ce n'est pas une insanité. La performance nous permet de nous ancrer dans le monde, de donner une tenue à nos actions. Elle nous offre des repères. Elle rend plus concrets nos apprentissages. Elle nous permet de réaliser, de matérialiser nos progrès. Elle donne un objectif clair à notre travail. Elle est cadence, boussole et calendrier. La performance fixe des balises et elles sont précieuses pour avancer. Sauf qu'aussi anodines soient ces questions et aussi quotidiennes soient nos réponses, quelque chose ici interpelle. Que fait-on de ces chiffres récoltés à longueur de temps ? Ils nous orientent certes, donnent des informations, mais peuvent-ils à eux seuls porter tout le poids de notre expérience ? Peuvent-ils raconter les états mentaux traversés pendant notre semi-marathon ? Peuvent-ils résumer la panique ressentie devant la copie ? Peuvent-ils traduire les nuits sans sommeil, le courage de l'entraînement, les coups de génie, les coups de mou ? J'en doute. Mais pour explorer cette perspective, je vous propose de partir en voyage et d'observer ensemble tous les contours de la performance. Alors avant toute chose, intéressons-nous, comme souvent, à sa signification. Que veut dire le terme performance ? La performance peut renvoyer à l'idée de résultat, de réalisation, de finalisation d'un produit. D'une manière générale, la performance est un résultat chiffré obtenu dans le cadre d'une compétition. Au niveau d'une entreprise, comme au niveau d'un résultat sportif, la performance exprime le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis.
Et pour faire simple, une entreprise dite performante doit à la fois être efficace et efficiente. Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Elle est efficiente lorsqu'elle minimise les moyens mis en œuvre pour atteindre ces fameux objectifs. En somme, réussir son marathon en étant au bout de sa vie, c'est bien, mais réussir son marathon en étant en forme, c'est mieux. Pour comprendre ces subtilités, revenons à l'étymologie précise. Le mot performance entre dans les dictionnaires français très tardivement, en 1839 seulement. Il est emprunté au mot anglais performance, dérivé de to perform, qui signifie réaliser, accomplir, qui est lui-même issu de l'ancien français parformer. Le mot a été introduit comme un terme dans le domaine du turf, afin d'exprimer les résultats des chevaux de course. Et puis, peu à peu, il est passé dans le langage courant pour désigner la manière de faire quelque chose. Ce court passage par l'étymologie est nécessaire, dans la mesure où to perform a effectivement un double sens. D'une part, la réalisation d'un exploit ou d'un rendement. Oh, j'ai performé, c'est génial, je suis heureux. D'autre part, la manière dont on le fait. Et nous verrons que cette précieuse nuance est peut-être ce qui, au fil du temps, a été mis de côté. Si l'étymologie renvoie au caractère exceptionnel de l'acte, et donc à l'excellence et à la victoire, elle introduit également un problème avec la façon de faire. Dans les années 80, la performance gagne du terrain et s'inscrit dans une forme d'idéologie gestionnaire. En somme, évaluer des performances, c'est permettre d'agir objectivement, de gérer avec plus de rationalité. Ce nouvel esprit gestionnaire légitime une approche comptable des relations entre l'homme et la société. La performance va de pair avec ce que le sociologue Vincent de Coléjac appelle une quantéphrénie, c'est-à-dire une pathologie qui consiste à vouloir traduire systématiquement tous les phénomènes sociaux et humains en langage mathématique. Cette domination du chiffre s'impose dans le discours, et évidemment, elle est problématique, dans la mesure où sa force de conviction l'emporte souvent sur tout esprit critique. Au lieu de considérer l'action, l'éthique, l'enjeu, on considère le chiffre. On ne parle plus de la manière, on veut du résultat, de l'exploit, du rendement, de la gagne. Obnubilé par le chiffre, on tombe dans une ivresse insatiable qui nous fait voir la quantité et oublier la qualité. Mais alors, que s'est-il passé pour que l'on balaye un pan entier de l'étymologie ? Est-ce irréparable ? Que vient-on combler en agissant ainsi ? Pourquoi les chiffres nous rassurent ? Qu'est-ce que l'on poursuit ? Pour tenter d'y répondre, allons voir du côté des philosophes. En 1971, Richard Nixon affirme « Mon point fort, si j'en ai un, c'est la performance. J'en fais toujours plus que ce que je dis. Je produis toujours plus que ce que je promets. » Plus, toujours plus. Peut-être est-ce la clé pour ne jamais décevoir. La proposition est alléchante, et je crois que nous aimerions tous en être capables. Moi, en tout cas. Cette volonté de dépassement de soi insatiable va être regroupée sous l'expression « culte de la performance », inventée par le sociologue Alan Ehrenberg en 1991. En employant le mot « culte », il insiste volontairement sur la place considérable qu'une telle approche prend dans notre société. On ne se contente pas d'être riche, il faut être très riche. On ne se contente pas de finir un marathon, encore faut-il défoncer son score. Du point de vue individuel, le culte de la performance est synonyme de dépassement de soi, de volonté d'atteindre des objectifs, fixés
toujours plus haut. Ces objectifs ne sont pas fixés par autrui. Ils sont intégrés par l'individu lui-même. Autrement dit, c'est nous qui voulons être des performeurs. Personne ne nous pousse à être un cheval de course. Nous y consentons librement parce que nous consentons librement à intégrer un système chiffré. Pourquoi donc ? Peut-être croyons-nous qu'à force de plus, on va atteindre un nouveau statut d'homme. C'est en tout cas cette piste qui est empruntée par Heidegger. Le philosophe allemand, dans son ouvrage « Être et temps », définit un homme, qu'il appelle le Dasein, comme l'homme qui est là, présent à lui-même, qui existe. Pour Heidegger, il s'agit d'un homme qui est déjà dans le monde, possédant un passé duquel il tire des leçons, qui est auprès de lui-même, donc qui vit dans le présent au jour le jour, et qui est aussi au devant de lui-même, ayant un projet pour lui et pour le monde. Et cette triple temporalité, c'est sans doute la meilleure façon de décrire les individus performants. En effet, les performeurs que nous sommes ont un regard rétrospectif sur leur vie et sur ce qu'ils sont, grâce à l'historique de nos performances. Ils se sont fixés des objectifs de vie pour le futur, ils ont un projet de performance pour lesquels ils se donnent les moyens dès aujourd'hui. Quoi de mieux ? Performer, c'est donc échapper à la médiocrité, mais aussi s'ancrer dans le présent, armé du passé et projeté vers le futur. Pas mal, non ? Rappelez-vous ce que je disais sur la boussole. La performance est un moyen d'échapper à nos angoisses, car elle nous force à vivre pleinement l'instant. On comprend pourquoi cela nous plaît tant. Même son de cloche chez Nietzsche. Alors certes, avec son physique fébrile et sa santé défaillante, difficile d'associer Nietzsche à la notion de performance, je vous l'accorde. Et pourtant, sa pensée contient autant de réflexions sur le sujet que son nom porte de consonnes. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche présente le nihilisme actif. Et c'est précisément ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Puisque nous avons perdu nos valeurs anciennes qui nous structuraient, notamment celles du christianisme, qui nous forçaient à regarder un peu trop vers le ciel, autant les remplacer par de nouvelles. Pour Nietzsche, c'est ainsi que débute un passionnant travail de reconstruction. Afin de dessiner une nouvelle morale, il va falloir revaloriser l'être et la vie sur Terre, trop longtemps mise à l'écart par les hautes sphères de la religion. Or, pour nous enraciner et nous rappeler à notre condition d'homme, rien de tel qu'un bouillonnement de vie, rien de tel que l'instant présent, rien de tel qu'un défi, et donc rien de tel que la performance. Nietzsche dévoile le fait que chaque individu possède en lui une énergie qui agit tel un moteur, nous poussant toujours plus loin. C'est ce qu'il appelle la volonté de puissance. Il décrit « La vie est à mes yeux instinct de croissance, de durée, d'accumulation, de force, de puissance. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. » C'est exactement cette puissance qui s'exprime dans la performance sur laquelle repose le nihilisme actif et grâce à laquelle nous allons bâtir des valeurs inédites. Car plus encore que vouloir juste conserver cette volonté de puissance qui est en chacun de nous, il faut franchir une étape supplémentaire et sans cesse vouloir l'augmenter, la défier. Car c'est en entraînant constamment cette force qui est en nous qu'on accède au statut de surhomme. Alors attention, le surhomme pour Nietzsche n'est pas un homme parfait, ni un homme présélectionné sur des critères génétiques. C'est plutôt un idéal à viser, afin de faire émerger ce qu'il y a de plus fort et de plus louable en l'humain. Vous vous souvenez de la citation de Nixon et de son « toujours plus » ? Eh bien, c'est en voulant être un surhomme que l'individu apprend à se surpasser.
C'est dans notre acharnement à aller au-delà de nos peurs, de nos habitudes, de notre confort, qu'on libère la puissance de vie qui est en nous. C'est seulement de cette façon qu'on intensifie les joies de l'existence et qu'on abandonne ce qui nous affaiblit. Des valeurs jusqu'à présent ignorées se mettent en place. Le plaisir, la rigueur, le courage, la force. Ces valeurs ne viennent pas du ciel, mais de nous-mêmes. Les performances sont donc une arène pour fêter ce renouveau de nos principes, pour ressentir la lutte acharnée de notre nihilisme actif. Nous renonçons à l'oisiveté, à l'indifférence, à la peur, afin de faire triompher la vie et d'être les meilleurs des performeurs. Heidegger et Nietzsche légitiment ainsi ce culte de la performance. Viser nos performances, c'est vivre plus, c'est vivre mieux, c'est incarner cette volonté. En somme, on pourrait s'arrêter là et devenir des performeurs sacrément satisfaits. Sauf que je suis certaine que vous apercevez déjà le problème, en tout cas ceux qui suivent. Aussi louable soit notre envie de performer, aussi louable soit cette projection dans l'avenir, soit cet honneur fait à l'instant présent, soit cette volonté de puissance, ce qui est délicat, c'est le point que nous avons survolé au début. Le point noir, c'est la manière dont on évalue la performance. Michelle Obama dit ceci. « Si mon avenir avait été déterminé seulement par ma performance sur un test standardisé, croyez-moi, je ne serais pas ici. » Car voilà, la performance telle que nous la pratiquons s'insère, je le disais, dans une idéologie gestionnaire. Et donc ce dépassement de soi qui nous fait plus être, ce toujours plus qui nous rend actifs, se mesure en comptant. On trottine avec nos montres connectées, on compte nos followers sur Instagram et on regarde grimper nos bonus de fin d'année. Et surtout, on se compare aux autres. De fil en aiguille, on passe de performeur à comptable de nos vies. Et loin de nous libérer, ou de nous faire plus être, la performance nous aliène. Car la mesure de la performance passe par une utilisation stratégique de la quantification. Les résultats visés et obtenus ont des conséquences. Et si l'objectif est seulement chiffrable, alors tous les moyens sont bons pour y parvenir. La manière, qui était au cœur de l'étymologie de la performance, disparaît. Par exemple, qu'importe ce qu'on raconte sur Internet, pourvu qu'on engrange du like. Qu'importe la relation client, pourvu que les sommes en jeu soient élevées. Qu'importe l'état de nos articulations sur le long terme, pourvu que le chrono soit le bon. Ce n'est pas une caricature facile, c'est une façon d'orienter nos actes. Pour agir, nous devons savoir ce que nous visons. Et ici, la quantité prime sur la qualité. En outre, la quantification de la performance modifie l'exercice même de nos tâches, mais aussi nos rapports humains. Et un véritable cercle vicieux s'organise autour de l'individu et de ses relations, qui se voit progressivement déshumanisé dans la mesure où le seul objectif, c'est le résultat. La victoire alors importe plus que l'amitié, que l'amour, que la fidélité, que la cordialité. On ne pense plus aux liens, mais on compare nos chiffres. Les performeurs contemporains sont très loin de la définition du Dasein. Heidegger, au contraire, insiste dans son œuvre sur le nécessaire caractère privé de l'existence, dans la mesure où le Dasein est l'être qui brille par son absence, c'est-à-dire qui échappe au regard des autres. C'est l'idée d'une performance privée, secrète, pour soi. Or aujourd'hui, dans bien des cas, la performance est mise en avant dans la vie publique. On publie sur les réseaux sociaux notre performance en jogging, on photographie nos séances de musculation, on se vante de nos performances dans des communiqués de presse, on la déclare dans nos rapports, on en fait un objet marketing. La performance contemporaine n'a de sens que si elle est répandue dans la sphère publique. Le résultat et l'image renvoyée comptent eux aussi plus que l'action entreprise.
Et quid du collectif dans ces cas-là ? Comment construire des liens dans une entreprise, dans une équipe, dans une classe, si l'on compare sans cesse les performances chiffrées des uns et des autres ? Une émulation se crée, certes, mais c'est oublier un peu vite que la compétitivité comptable nuit aussi à la créativité et à la collaboration, puisqu'il faut identifier un gagnant, un plus fort. C'est ainsi que l'homme se détourne de la pensée et de la qualité en recherchant la sacro-sainte performance et le triomphe sur les autres. Alors que faire ? Faut-il renoncer à la performance ? Ou plutôt, faut-il apprendre à la percevoir autrement ? C'est ici qu'il faut nuancer le propos, ou du moins le compléter. Car la performance peut aussi se mesurer avec des critères qualitatifs. La vision gestionnaire présentée précédemment n'est pas la seule, et heureusement. La performance se mesure avec des critères quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Par exemple, pour évaluer la performance d'une entreprise, il est nécessaire d'effectuer des mesures à tous les niveaux, financiers, économiques, social, organisationnel, sociétal. Certains de ces niveaux exigent des critères strictement quantitatifs, des critères dont on ne peut pas se passer, comme le fameux retour sur investissement, ou la performance sociale qui évalue le montant des rémunérations, le nombre d'accidents de travail, les maladies professionnelles, ou même la performance sociétale qui évalue l'engagement de l'entreprise dans les domaines environnementaux, humanitaires, culturels. Mais d'autres, à l'inverse, ne se mesurent pas. Et surtout, je leur souhaite de n'être jamais mesurables. La confiance d'un client qui nous livre, fébrile, un nouveau projet. Le plaisir d'un collègue à boire un café avec nous. L'émotion folle de franchir la ligne d'arrivée avec son meilleur copain d'entraînement. Toutes ces relations sont des performances relationnelles, car elles sont des réalisations effectives, des objectifs dont on souhaite jalonner nos existences. Mais elles n'en ont que faire des chiffres. Elles ne considèrent que la qualité, la précieuse qualité du lien qui nous permet d'avancer. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas utopique, ce n'est pas niais. Car in fine, c'est la qualité de nos liens qui assure les progrès de notre société. Et aussi qui en garantit la beauté. Pour achever de vous convaincre, ou du moins, pour vous faire sortir quelques instants de vos feuilles de calcul et de vos mesures, je voudrais terminer cette réflexion par un concept qui m'est cher et dont je parle souvent, celui de résonance, présenté par le philosophe allemand, décidément, Hartmut Rosa. La résonance est une notion originale. C'est l'expérience d'une vibration, de la vibration de la corde qui nous relie au monde. Chacun sent bien si, selon les circonstances, sa corde résonne ou pas, et avec quelle intensité. Si notre travail est une source de plaisir, ou triste contrainte, si on aime les siens, ou si on se sent étranger parmi eux, si la vie sociale nous accomplit ou nous dénature, la corde résonne plus ou moins. La résonance pose la question de notre relation au monde, de la manière dont nous l'appréhendons et dont le monde nous affecte. Il y a des relations au monde réussies et des relations non réussies. Il y a des relations qui résonnent, d'autres qui ne résonnent pas. Le prof qui donne un cours, le parent qui regarde son enfant, le banquier qui accompagne son client, vivent parfois des expériences de résonance. Ce sont des moments forts, des transformations intimes qui ne se mesurent pas, qui ne se prévoient pas, qui ne se calculent pas. Mais ce sont eux qui donnent du sens à ce que nous vivons. Avant de vous quitter, je voulais vous livrer ces quelques mots qui résument bien ce que nous venons de dire. Ce sont des mots d'Usain Bolt. S'inquiéter ne vous mène nulle part. Si vous vous inquiétez de votre performance, vous avez déjà perdu. Entraînez-vous dur, montez, courez de votre mieux, encouragez les autres, et le reste prendra soin de lui-même. Alors je vous souhaite d'être les performeurs de votre vie
et de réussir le plus beau des objectifs, honorer la puissance de nos liens plutôt que l'accumulation de nos chiffres. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.